Yannick Guillemot, bonjour, je vous reçois aujourd'hui à Radio Tour de David. Bonjour Monsieur l'abbé. Très content de parler avec vous à cause de votre intérêt pour l'histoire, et en particulier pour l'histoire de la Bretagne. Dans la vie, vous êtes un jeune ingénieur, mais tous les ans, vous êtes un des responsables du pèlerinage du Trobrez, qui fait les 7 saints de Bretagne, les 7 évêchés de Bretagne. Et donc, à ce titre-là, eh bien, vous venez nous parler aujourd'hui des origines de la Bretagne, de l'arrivée des Celtes jusqu'au roi Nominoé. Tout à fait. Donc, le but de cette émission, c'est en effet d'approfondir sur la période la plus méconnue donc de l'histoire de la Bretagne. Où donc, en effet, premièrement, on verra quelles sont les prémices, quel est le peuple qui habite donc dans l'actuelle région bretonne à l'époque de l'Empire romain. On verra justement comment s'est effectuée la conquête romaine. Est-ce qu'il y a eu en effet des moments de paix qui ont permis à cette région de se développer économiquement? Avant donc la grande étape de migration de la Bretagne. Et donc on en parle en effet tous les ans au pèlerinage du Trobrez à travers divers saints. Donc bien entendu en priorité les 7 saints fondateurs de la Bretagne qui ont tous été sacrés évêques après leur arrivée en Bretagne, mais donc aussi une quantité impressionnante de saints ermites et de saintes aussi vierges, religieuses, qui ont donc donné à la Bretagne son essor catholique et qui ont vraiment participé à la construction de son identité. Nous verrons suite à cela justement comment s'est effectué le lien avec la France catholique, juste après donc la conversion du roi des Francs Clovis, et nous arriverons jusqu'à Nominoé. Donc Nominoé, pour vous situer d'ores et déjà, c'est le 9e siècle, après le règne de Saint Charlemagne. Nous avons donc un personnage très important pour la Bretagne, que nous appelons de nos jours le Tad Arvro, c'est-à-dire le père de la patrie bretonne. Et donc nous verrons à travers ce personnage, quel est le lien historique qui unit la Bretagne avec la France. Et donc qu'est-ce qui fait que la Bretagne est l'un des fleurons de la France, qui à une époque a été indépendant, mais qui a toujours eu en tout cas comme vocation de participer à la défense de la France catholique. Mais pouvez-vous me dire un petit peu le pourquoi du choix de cette émission sur la Bretagne? Qu'est-ce qui vous a poussé à nous parler de ces origines lointaines de la Bretagne? Tout à fait, oui. Ce sont en effet vraiment des origines lointaines. Et ce qui m'a poussé à cela, c'est bien entendu la situation actuelle que nous connaissons, où la perte de son identité est devenue un sport national, ou plutôt international. Donc il nous faut renouer avec nos origines, et il faut que nous soyons fiers de notre histoire. Il faut que nous connaissions quels sont les peuples qui ont vécu là où nous vivons, et comment s'est effectuée la christianisation de ces peuples. Nous avons tendance à plutôt bien connaître certains personnages historiques à travers les saints de notre région, mais nous avons parfois du mal à les situer dans une chronologie de faits historiques, c'est-à-dire à les englober dans le peu d'histoire française qu'on nous enseigne encore à l'école. Est-ce que je pourrais rajouter une remarque? C'est que vous avez parlé des origines, et qui dit origine dit père. Oui. Et le grand drame de beaucoup de nations, et en particulier des Français en général, et des Bretons en particulier, c'est qu'ils ne connaissent pas leur père. Ils ne savent pas qui est leur père. Nous avons des peuples comme l'Irlande, qui ont un immense amour et un immense honneur encore aujourd'hui pour leur père Saint Patrick,
qui est le père de la patrie, mais malheureusement, nous ignorons, on ne nous enseigne pas, on l'ignore parce qu'on ne nous enseigne pas à l'école, qui est le père de la Bretagne. Et vous avez cité tout à l'heure Nominoé comme étant, vous avez dit... le Tadarvro. Le Tadarvro, ouais. C'est-à-dire littéralement le père de la patrie. Qui dit patrie dit père, et quel est le père, c'est Nominoé. Donc, l'intérêt, c'est de savoir comment Nominoé est arrivé sur le trône. Exactement, dans quelles circonstances. Voilà, d'accord. Et donc, j'espère en effet qu'à travers cette émission, eh bien, on participera donc à la petite pierre de l'édifice qui constituera un renouveau de fierté chez donc les Bretons en particulier, et aussi donc les Français qui doivent, quelle que soit leur région, étudier si possible quels sont leurs pères et quelles ont été les circonstances qui ont amené ces régions à être aussi fermement catholiques. D'accord. Nous allons donc pouvoir démarrer avec cette première partie que j'ai intitulée les prémices, oui. Qui va donc constituer en une mise en place géographique de la situation. Mm-hmm. Donc qu'est-ce que la Bretagne actuellement? On sait bien qu'elle va de Brest à Vitré, Fougères, oui. Du Mont-Saint-Michel à Nantes. Et est-ce que c'était comme ça depuis les origines? Exactement. Est-ce que c'était comme ça depuis les origines? Donc les origines, je suis remonté jusqu'en moins 700 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette date? Tout simplement parce que c'est l'époque à laquelle, vers laquelle les Celtes, venus d'Europe centrale, se sont répandus en Europe de l'Ouest et du Sud. Donc un grand mouvement migratoire qui a fait que donc cette peuplade essentiellement géolocalisée au début en Europe centrale est venue se répandre dans diverses régions, dont ce qui sera appelé par les Romains l'Armorique. Les Grecs les appellent Celtes, tandis que les Romains les appellent Gaulois. Donc nous avons bien des tribus gauloises en Armorique, mais donc il faut faire la distinction avec le patronyme celte qui est souvent utilisé aussi, et donc il y a une accointance au final, puisque que ce soit les Celtes de l'île de Grande-Bretagne ou les Gaulois de la région de France, ils viennent tous donc du même peuple. Donc ce sont les mêmes en fait. Tout à fait. Ils sont cousins germains. Oui. Voilà. C'est important de le préciser. Voilà, et on les retrouvera donc dans la majeure partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. Nous avons donc à cette époque une installation pacifique, car il y a très peu de densité. Il y a bien évidemment déjà des autochtones, mais donc qui sont peu organisés et qui sont tout à fait satisfaits et curieux de partager leur savoir-faire avec donc leurs cousins celtes. Nous avons donc dit que les Romains appelleraient l'actuelle région de Bretagne l'Armorique, Aremorio exactement, qui constitue donc le bras de la Gaule qui est appelée par les Romains Celtica. Donc on retrouve le terme celte dans le nom même de la Gaule. Elle est donc occupée par 5 principales tribus. Les Osismes, qui occupent l'actuel Finistère, ainsi que la moitié ouest des Côtes d'Armor. Cette région des Osismes a pour capitale Carré, donc Carré-Plouguer, qui fut appelé par les Romains Vorgium. Il y avait de véritables cités organisées dès cette époque dans ces tribus, avec des garnisons militaires. On a pu retrouver en effet des traces d'organisation dès cette époque, donc avant notre Seigneur Jésus-Christ, dans les régions de Brest, de Morlaix et du Cos-Iodé, donc qui étaient des villes déjà certifiées à l'époque. Nous avons ensuite la région actuelle du Morbihan, où on retrouve le peuple des Vénètes, dont nous allons beaucoup parler. Nous avons ensuite les Namnettes, dans l'actuelle Loire-Atlantique, ou Loire-Inférieure, dont la capitale est bien entendu la ville actuelle de Nantes,
qui fut appelé par les Romains Portus Namnetus, par les Gaulois Condec Vinum, puis par les Bretons Naoned. Nous avons ensuite les Coriozolites, qui est le peuple qui constitue la partie est des côtes d'Armor, avec pour capitale Corseul, ville connue sous l'Empire romain, sous le patronyme de Fanum Martis. Et nous avons ensuite l'actuelle Ille-et-Vilaine, qui est peuplée des Riédones, qui ont donné naissance, par contre, non pas avant Jésus-Christ, mais au IIe siècle, à la ville de Condat. Nous avons on appelle comment aujourd'hui Condat? Condat, Sérène ou Roazen. Roazen en breton. D'accord. Donc en plus de ces 5 principales peuplades, il y a bien entendu des plus petites entités qui sont appelées les Pagis par les Romains. Et donc quelle était la religion que ces Celtes armoricains pratiquaient? Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, donc les Celtes armoricains étaient organisés, ils élisaient un roi, et on peut notamment remarquer que les femmes celtes pouvaient et même étaient encouragées à accéder à ces hautes fonctions. On peut ainsi citer les personnages historiques de Boudica ou Boadicée au 1er siècle, ou Cartimandua. Pour la première, Boadicée, on peut relever que c'était une femme guerrière qui constitua à une époque une armée de 120 000 hommes, donc autant dire que c'est absolument astronomique pour l'époque, donc une armée de 120 000 hommes pour résister à l'invasion romaine. Et au niveau de la religion, nous avons donc les druides, personnages connus pour leur polyvalence, puisqu'ils étaient en même temps les garants du culte, donc c'était ce que l'on peut appeler des prêtres, mais ils étaient aussi les personnages qui assuraient la médecine et la chirurgie dans les tribus celtes. Ces druides avaient donc de multiples dieux qu'ils présentaient au culte des Celtes. Le plus répandu, celui qui fait l'unanimité, c'est le culte de Mercure. Et sinon, il y a diverses divinations. Oui, mais ils ne l'appelaient pas Mercure. Mercure, c'est le nom romain. Oui, c'est vrai. Rappelez-moi le nom, je ne me souviens plus. C'est pas Cerninos ou quelque chose comme ça hein? Alors là, il y a Toutatis, il y a Cerninos, Bélénos. Ouais, c'est bien possible que ce soit Toutatis. Ouais. On vérifiera. Ouais. Et donc les symboles utilisés par les druides sont notamment le chêne, arbre sacré, ainsi que les menhirs et dolmens. Donc ce que l'on peut dire en parenthèse concernant le chêne, dont la feuille de chêne est un symbole de la Gaule, c'est que Satan, donc à travers toutes ces fausses religions druidiques, utilise, puisqu'il est le singe de Dieu, utilise des symboles détournés que Dieu avait choisis dans l'Ancien Testament. Donc concernant le chêne, on peut en effet noter le fait que Dieu apparut à Mambré, à Abraham, sur un chêne. On peut noter aussi donc par rapport aux pierres, donc aux pierres levées de grande taille que constituent les menhirs, et donc aux dolmens qui servaient au sacrifice humain des druides, que là aussi, Dieu, dans l'Ancien Testament, avait utilisé la pierre comme un symbole du sacrifice. On retrouve en effet Jacob qui oint une pierre pour pouvoir offrir un sacrifice tout particulier à Dieu. Et donc ce fait est relaté juste avant, en fait, le songe que fit Jacob lorsqu'il s'endormit sur cette même pierre et qu'il vit une échelle reliant donc la pierre, la terre et le ciel, une échelle donc qu'empruntaient les anges pour porter les prières des hommes et pour donc faire redescendre des grâces sur la terre.
Tout cela est bien précisé, bien relaté par Gougenot des Mousseaux dans son ouvrage Dieu et les dieux, que, bien entendu, nous vous recommandons. Alors, est-ce que Jules César parle de l'armorique dans ses commentaires de la guerre des Gaules? Tout à fait. En effet, Jules César était donc un grand écrivain. Grâce à lui, on peut rapporter de nombreux faits avec des dates précises et des lieux, mais aussi Jules César donc relate véritablement la manière dont vivaient les peuplades qu'il a combattues. Et donc dans ses commentaires de la guerre des Gaules, César nous révèle de nombreux détails concernant l'organisation et sa victoire sur les Vénètes. Donc tout d'abord concernant la manière dont vivaient les Vénètes, donc qui était cette peuplade de l'actuelle région du Morbihan. Ils vivaient essentiellement d'agriculture, d'élevage et bien entendu de pêche. César note comme détail qu'ils avaient de nombreux navires munis d'ancres avec des chaînes de fer, ce qui révèle aussi donc un minimum d'industrie, puisque ces chaînes de fer, il faut savoir les produire. Il y a aussi dans la région du Morbihan, dès l'époque, une grande récolte du sel, qui ensuite était vendue. On peut noter qu'il y avait de nombreux échanges dès l'époque avec la Bretagne insulaire. Donc qu'il y avait justement un commerce qui nourrissait les contacts entre les Gaulois celtes de l'Armorique et les Bretons insulaires. César rapporte donc qu'il y a une véritable domination maritime de ces Vénètes, donc Vénètes qui sont installées dans la ville de Darioritum, nom qui ensuite évoluera vers Vannes à travers le Gwynedd en breton. César attaqua donc la région d'Armorique en 57 avant Jésus-Christ. Il envoya le général romain Crassus dans un premier temps pour pouvoir soumettre ces peuplades. Mais il y eut une importante révolte et rébellion de ces peuplades après la première défaite, ils prirent donc en otage des officiers romains récolteurs d'impôts, ce qui constitua un parfait casus belli pour Jules César. C'est souvent avec les impôts qu'arrivent les problèmes. Très souvent, oui, on le remarquera en effet avec les Bretons, même sous l'époque des Francs. L'argent est une donnée essentielle qui attise évidemment les convoitises. Jules César, bien entendu, ne va pas rester en reste, et donc va vouloir se rendre en personne pour soumettre ces peuplades rebelles. Les Vénètes vont alors faire appel à la générosité, à la concorde des tribus voisines, et donc on peut remarquer qu'ils réussissent à créer une armée relativement importante, composée de Namnettes, donc de la région de Nantes, des Osismes du Finistère, et donc les Vénètes, ils s'allient et ils fortifient des oppidums. On peut noter par contre l'absence des coriosolites et des rhyédones. Ils fortifient donc des oppidums. On en a un exemple avec le village de Plestin-les-Grèves, où on a retrouvé donc des traces de ces oppidums, c'est-à-dire de villages fortifiés avec des murs de pierre. Et donc en moins 55 avant Jésus-Christ, César débarque à la tête de ses troupes. Donc lui, il commande des troupes terrestres auxquelles il a demandé à des tribus gauloises de se joindre. Il a donc réussi à rallier les Pictons. Les Pictons, ce sont les Gaulois de la région de Vendée et du Poitou, et les Senones de la région d'Auxerre. Donc Gaulois qui vont, hélas, donc se battre contre les Gaulois armoricains. Tandis que Brutus, le funeste Brutus, le fils de Jules César, dirige la flotte des galères romaines dont le premier fait d'armes fut de conquérir Portus Namnetus, donc le nom de Nantes à l'époque, le port des Namnettes.
Et nous nous dirigeons donc vers une guerre navale importante, puisque nous nous rappelons que les Vénètes avaient une véritable domination maritime, et qu'ils vont attendre donc les Romains à l'entrée du golfe du Morbihan. Et là, Brutus n'est pas du tout sûr de le remporter, en fait. Non, en effet. En effet, puisque la bataille fut très indécise, et les Vénètes auraient pu remporter, grâce à leur expérience, la victoire, si jamais le vent, très souvent hein, dans les batailles navales, le vent a une grande importance. Et donc là, pourquoi en avait-il une? Tout simplement parce que les navires Vénètes étaient faits en bois de chêne, donc très très lourds, dotés de voiles de cuir. Donc Jules César rapporte dans ses commentaires que c'était de véritables mastodontes, donc très compacts, et qu'il était en effet difficile de les incendier, de les aborder, si ce n'est lorsque le vent commençait à chuter. Ce qui hélas se produisit dans la deuxième partie de la bataille, puisque au début les Vénètes remportaient la bataille navale, jusqu'à ce que le vent commence à tomber, donc ils se sont retrouvés quelque peu immobilisés, tandis que les galères romaines, bien plus légères et dotées de rameurs, avaient tout le loisir de couper les cordages, avec de longues perches. Ils coupèrent les cordages des voiles, pour que lorsque le vent reprit, les voiles furent inopérantes. Et donc les Romains purent aborder ces navires, et Jules César assista à l'une des innombrables victoires dont il fut le témoin. Et donc que fit Jules César après avoir vaincu les Armoricains dans le golfe du Morbihan? Eh bien hélas, Jules César châtia très cruellement les vaincus. Il massacra les Vénètes, et en particulier les sénateurs Vénètes. Donc il y avait véritablement, on peut le voir, une organisation politique assez importante, puisque Jules César parle de sénateurs qui donc se trouvaient réfugiés dans la ville de Vannes. D'ailleurs, c'était dans son habitude, puisqu'il a fait la même chose avec Vercingétorix. Oui, tout à fait. Et quand il a une victoire, il s'occupe de la politique. Exactement. Donc vous faites très très bien de parler de Vercingétorix, puisque Vercingétorix et la défaite malheureuse d'Alésia intervient en l'an 52 avant Jésus-Christ. Et donc on peut noter que Vercingétorix demanda de l'aide aux divers peuples gaulois. Et on retrouve donc à la bataille d'Alésia des Rhodones, des Coriosolites, des Osismes, parmi donc les peuplades celtes bretonnes. Mais on ne note point de Vénètes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà été décimés. Donc on peut déplorer qu'il y ait des tribus gauloises qui aient participé finalement à leur automutilation, puisque s'agissant donc des Pictons et des Senones, ils ont combattu les Vénètes, voilà. Et 5 ans après, évidemment, ils n'étaient plus là pour les défendre. Bien que ce soit anachronique, on peut dire qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. C'est un peu ça, tout à fait. Voilà donc pour et ensuite, est-ce qu'ils vont collaborer avec les Romains une fois que leurs sénateurs auront été neutralisés? Si vis pacem parabellum, en effet, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et donc les peuplades locales de l'Armorique, tout comme en Gaule, vont collaborer avec l'Empire romain qui sait y faire, et qui du coup va permettre un véritable essor économique qui va faire en sorte que les tribus vont rester sagement sous domination romaine. C'est l'époque que l'on appelle la Pax Romana, qui intervient du 1er jusqu'au 4e siècle de notre ère. D'accord. Et à quoi donc se résument les activités commerciales avec les Armoricains? Alors les activités commerciales, c'est en effet très important de noter cela, puisque les échanges commerciaux reprennent donc activement avec l'île de Bretagne, mais aussi avec l'Italie et l'Espagne. Dario Ritume, donc qui a renaquis de ses cendres, la ville actuelle de Vannes, abrite près de 3000 hommes à l'époque. On y retrouve donc le travail du sel, du tissu, le lin, essentiellement du bois, le chêne bien entendu, le tannage du cuir, les poteries, la verrerie. Tout cela leur permet donc
de procéder à des échanges commerciaux avec les pays que l'on a cités préalablement, et donc qui vont leur permettre d'avoir une alimentation relativement variée, composée de céréales, de fruits, de légumes, mais aussi d'olives importées. Tandis qu'ils ont bien entendu des élevages de bovins, de porcins, et bien entendu de sangliers, dédicace à Obélix. Mais aussi à l'époque, on mangeait le cheval, ce qui ne se fait plus trop de nos jours. C'était bien entendu aussi des pêcheurs, donc qui se nourrissaient de poissons, de crustacés, d'huîtres. Concernant cet essor donc de toute la région armoricaine, on peut noter qu'il y avait de nombreuses voies romaines qui reliaient les villes principales. Donc on va reciter les villes de Darioritum, Fanuvartis pour Corseul, Condevicnum pour Nantes, donc qui a perdu son nom de Portus Namnetus, Vorgium qui correspond, alors j'ai un trou, Vorgium, c'était carré, tout à fait, merci. Vorgium, Condat Redonum qui donc a connu sa construction au IIe siècle. Condat signifie confluent en gaulois, et donc c'est en effet sur le confluent de la Vilaine que l'actuelle ville de Rennes a été bâtie à cette époque. Il y a des restes de voies romaines, justement, je me rappelle du côté de Dinan, dans la campagne, vous aviez des routes, alors maintenant elles sont goudronnées, mais voilà, elles ont les été routes utilisées. modernes ont été construites tracées de exactement lignes droites, sur l'ancienne voie romaine. Exactement, tout à fait. Pour la seule ville de Vannes, Darioritum, on peut noter 7 axes principaux de circulation, donc qui relient les villes essentielles de la Bretagne, ainsi que la ville d'Angers, qui s'appelait à l'époque Julio Magus. D'accord. Et sur le plan religieux, comment commence la christianisation de cette armorique? Eh bien, on peut noter qu'au IIIe siècle, c'est l'époque de la christianisation des Namnettes, par l'intermédiaire du glorieux martyr de Saint Donatien et Saint Rogatien. Mais vous êtes mieux placé que moi pour nous préciser que par l'intermédiaire donc des premiers missionnaires envoyés directement par les apôtres, nous avons donc eu une première phase de christianisation, en tout cas de la partie est de l'Armorique. Oui, étant donné que Saint Clair, qui est le premier évêque de Nantes et qui a fondé un peu le clergé là-bas, et qui ce clergé va enseigner le catéchisme, enfin les prémices de la religion à Saint Rogatien et Saint Donatien, qui seront les premiers martyrs, mais qui ne sont pas les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, donc, sont les fruits de la prédication de Saint Clair. Saint Clair qui était un prêtre collaborateur de Saint Pierre à Rome, donc un romain, du clergé romain. Et Saint Pierre avait confié à son successeur Saint Lin le soin d'envoyer Clair en Armorique, donc au sud de l'Armorique, pour évangéliser ces peuples lointains. Et comme preuve, et comme, si vous voulez, ce qui allait accompagner la prédication de Saint Clair, Saint Lin a donné à Saint Clair un des clous qui avait fixé Saint Pierre à la croix, vous savez qu'il a été crucifié la tête en bas, et donc Saint Clair a pris un des clous pour faire des miracles. Quand il est arrivé à Nantes, eh bien, il a fait de très nombreux miracles avec ce clou, qui était exposé comme une sainte relique. Tous les Nantais savaient, pendant 17 siècles, que ce clou était le clou de Saint-Pierre et qu'il faisait des miracles, jusqu'à ce que les révolutionnaires le jettent dans la Loire. Et c'est depuis la Révolution qu'on a perdu cette tradition, que les Nantais ont commencé à ne plus y croire, et que des historiens rationalistes ont essayé de faire croire que le premier évêque de Nantes est arrivé au 3e ou 4e siècle, ou 5e siècle, pourquoi pas. À ce moment-là, on n'a plus de limite. Mais ce n'était pas du tout la croyance. Le problème, c'est que, ayant perdu le clou qui nous rappelait l'histoire de Saint-Pierre et de Saint-Clair, eh bien, on a perdu la tradition. Voilà. C'était les toutes premières origines au niveau de Nantes. C'est très intéressant, merci monsieur l'abbé.
On peut noter justement, souligner la sagesse divine qui a profité de cette Pax Romana, donc 4 siècles de paix à l'intérieur de l'Empire romain, pour donc pouvoir étendre et faire proliférer l'Église catholique malgré les premières persécutions. Et je rajouterais juste un mot en disant que, vous voyez, Nantes n'est pas dans la tradition de l'armorique. La christianisation, même au niveau surnaturel, c'est pas simplement Nantes en Bretagne, Nantes n'est pas en Bretagne, le château des Ducs, enfin toutes les querelles modernes, si vous voulez, n'ont pas tellement d'intérêt. Mais il faut comprendre que Nantes a été la première ville à être évangélisée, à avoir un évêque fondateur. Les autres évêques bretons, les 7 saints fondateurs, sont arrivés bien après. Donc Nantes est à part, elle est géographiquement proche, mais même au niveau surnaturel, elle est à part, elle est ralliée directement à Saint-Pierre. C'est un privilège, donc on a bien compris. Merci de le souligner. Ah ben, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont pu accueillir l'un des instruments de la Passion. Voilà. De Saint-Pierre. Oui. Mais alors, dites-moi maintenant, comment l'Armorique a vécu la chute de l'Empire romain, puisque à un moment donné, les barbares ont fait craquer le limès, la frontière avec les barbares. Et oui. Ils ont tout envahi. Et comment cela s'est-il passé en Bretagne? Donc ça s'est produit en 2 étapes, puisque au IIIe siècle, on note que l'empereur Probus, donc l'empereur romain, autorise donc vers 280 toutes les villes armoricaines et les villes gauloises à se doter de fortifications pour se défendre de ces incursions barbares. Et donc, on remarque en effet que Vannes, Rennes, ou aussi les villes telles que Brest, qui s'appelait à l'époque Brivates Portis, ou Alette, qui donna Saint-Malo, ont donc leur première phase d'édification, de fortification. Et nous avons donc, bien entendu, un grand moment de panique chez donc toutes ces tribus armoricaines qui se sentaient finalement très bien sous le joug paisible romain, où donc le commerce pouvait proliférer, et qui donc entendent en effet les désastres qu'il y a donc en Europe de l'Est, à la limite des parties limitrophes de l'Empire romain, où donc des peuples se font massacrer par des barbares qui envahissent ces régions. On note donc dans la région notamment de Vannes, où des familles notables vivaient, puisqu'il y a de nombreuses villas gallo-romaines qu'on a réussi à découvrir aux environs de Vannes et sur toute la côte, que des trésors ont été enfouis à la hâte. Et c'est ainsi qu'on a découvert les 2 siècles derniers, de ces trésors qui datent en effet de monnaies du IIIe siècle. C'est ainsi que, pour ceux qui connaissent la ville de Vannes, dans la zone industrielle du Prat, où donc se sont installées de nombreuses entreprises il y a quelque temps, il y a eu des travaux qui ont provoqué des fouilles et qui ont fait que l'on a retrouvé dans un coffre 651 monnaies des années 200-260. Donc cette découverte a eu lieu en 1962. Près de Saint-Paterne, là aussi, un trésor de plus de 3000 monnaies avait été découverte, donc des monnaies très facilement datables, puisqu'elles étaient à l'effigie de l'empereur romain, et donc là on datait de l'an 275. À cette époque, Nantes fut envahie par les Frisons. Donc ça a été le premier frémissement, a été subi par Nantes. Le peuple frison, donc qui sont des Saxons, donc c'est l'actuel Danemark en fait, donc une peuplade de l'Est qui faisait des razzias en Gaule, et donc qui ne restait pas sur place. Nantes a été occupée uniquement quelques années, 5 années si je ne m'abuse. Ils étaient là plus pour prendre la richesse qu'il y avait et repartir soit chez eux, soit trouver une région où s'arrêter. Il y a un fait assez impressionnant, donc suite à cette époque troublée où l'on sent que l'Empire romain peut vaciller, puisqu'en 286, en pleine Armorique,
un général romain se fait proclamer empereur. Il s'agit de Carausius, qui donc, à la tête de ses légions, qui étaient prévues pour défendre l'Armorique ainsi que la Bretagne insulaire, se fit donc proclamer empereur. Cette période dura 6 années, durant lesquelles l'Empire romain ne put, entre guillemets, s'occuper de son cas, et où donc l'Armorique vécut sous le joug d'un tyran romain, mais d'un tyran qui n'était pas soutenu par l'Empire romain officiel. Mais donc 6 ans après, en 292, Carausius fut assassiné par des émissaires romains. Il s'ensuivit néanmoins une grave crise économique qui précéda néanmoins une longue accalmie qui n'était pas attendue, puisqu'on pensait que les hordes barbares allaient continuer à défiler et faire chuter durablement l'Empire romain. Mais nous arrivons en 306, puis en 320, où donc l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Embrasse donc la religion de sa mère, et donc il s'ensuivit de longues décennies où la Gaule, et en particulier l'Armorique, purent renouer avec un essor commercial. Nous retrouvons donc l'empereur Constantin, grâce à qui donc la paix dura de nombreuses décennies. Il mourut en 337, mais donc jusqu'au début du 5e siècle, dans les années 400, l'Empire romain vécut dans une paix
plutôt forte. Alors pouvez-vous nous dire quand débute la grande migration bretonne? Voilà, donc en effet, il y a justement un fait historique qui va intervenir pour provoquer cette migration bretonne. On avait vu précédemment qu'il y avait toujours eu des échanges bons amis, commerciaux, entre les Gaulois, donc les Celtes armoricains, et les Celtes bretons, qui sont en fait des cousins un petit peu éloignés. Mais ce qui se produisit en 409 vient accentuer cette démarche de migration. Sentant l'Empire romain affaibli, les Armoricains se soulèvent et choisissent comme souverain un Breton. En effet, Conan Mériadec était arrivé adolescent en Armorique 20 ans auparavant, et il fut choisi par les Armoricains, par les Celtes d'Armorique, comme le souverain. Et donc bien entendu, le fait que ce soit un Breton qui soit reconnu comme le premier chef officiel et indépendant de l'Empire romain, qui se trouvait être un Breton, il facilita bien entendu la migration. Ce personnage, Conan Mériadec, est très important. En effet, c'est le premier que l'on peut appeler roi de Bretagne, même si on n'avait pas une Bretagne unifiée de Brest à Nantes, puisqu'on avait justement la région de Nantes qui, elle, était très gallo-romaine, qui était déjà catholique, grâce aux premières conversions suscitées par Saint Clair, puis par le martyre de Saint Donatien et de Saint Rogatien. Nous avons aussi Rennes, qui est beaucoup plus proche au niveau intérêts commerciaux des villes de Tours et d'Angers. Et nous avons ensuite tout l'ouest de la Bretagne, qui lui est beaucoup plus dans une perspective d'échange avec les Bretons insulaires. Parce qu'ils sont tournés vers la mer, tout simplement. Exactement, hein, c'est tout à fait géographique, c'est censé comme disposition. Ce personnage, Conan Mériadec, appelé aussi Kenan en breton, était le neveu d'un roi breton, Octave, appelé par les Romains Octavius, et qui en breton s'appelle Eudaphe N, qui signifie Eudaphe le Vieux. Pourquoi le Vieux? C'est intéressant parce qu'il a eu un règne de plus de 70 ans. Ceci pour nos contemporains qui disent qu'à l'époque on ne vivait qu'une quarantaine d'années. Donc en effet, les historiens relatent que son règne dura de 308 à 380. Et donc ce neveu d'un roi breton, élu roi en Armorique, facilita la migration. Un deuxième fait provoqua le fait que cette migration fut très catholique, puisque Conan Mériadec accueillit, parmi les premiers migrés, Darerka et son père. Darerka, qui est-elle? C'est la sœur de Saint Patrick. Ah, voilà. À l'époque où Saint Patrick fut capturé par des barbares. D'accord. Sa famille s'enfuit, traversa la Manche, et Darerka et son père se trouvèrent donc en Armorique. Conan Mériadec tomba amoureux de Darerka et l'épousa, comme deuxième femme. Et c'est ainsi donc que Sainte Darerka débarqua en Armorique. En effet, elle est reconnue sainte par Vox Populi, si l'on peut dire, hein, à l'époque. Il n'y avait pas de canonisation sanctionnée par Rome. Mais néanmoins, sa fête liturgique est située au 22 mars et elle se trouve être la sainte patronne de l'île irlandaise de Valentia. Pour ceux qui ont déjà fait le Trobrez, j'ai relativement souvent parlé de cette sainte femme, puisqu'elle a eu de très nombreux enfants. 18 si je ne m'abuse, puisqu'elle se remaria après la mort du roi Conan. Avec ce premier roi armoricain, elle eut pour fils 4 évêques. Saint Mel d'Ardague, Saint Rioc d'Inisophine, Saint Muinis de Fornier et Saint Maelcu. Donc que des évêques, donc des petits évêques des contrées de la Bretagne insulaire et non pas armoricaine. On peut noter aussi les saintes Èche de Kilgas et Laloc de Senlis en France.
Après la mort de Kenan, Saint Darerka se remaria et eut notamment pour fils Saint Nectan et Saint Karadec. Mais le fils aîné donc de Saint Darerka et de Conan Mériadec était Gradlon le Grand, qui succédera à son père. Et il participa lui aussi à activer la migration bretonne suite donc aux incursions des hordes barbares dans l'île de Bretagne. Et alors donc qui succéda à Conan Mériadec? Donc c'est son fils. C'est là que l'on voit que Conan Mériadec, on peut indiquer qu'il a véritablement fondé une dynastie. La dynastie des premiers rois bretons, puisque c'est vraiment de père en fils c'est pour ça que l'on va se succéder. On peut légitimement l'appeler roi parce qu'il y a une succession de père en fils stable. En effet, ce n'est plus un chef de tribu. Voilà. C'est véritablement un roi d'une région géographique. D'accord. Ce roi Gradlon était, hélas, aux grandes dames de sa mère, certainement, païen. Et il vivait plutôt donc dans la Bretagne insulaire du temps donc où son père régnait en Armorique. Il tomba notamment amoureux de Malgwen, qui n'était autre que ce qu'on appelle en Irlande une banshee, c'est-à-dire une fée, une sorcière. Mais grâce à Saint Guénolé, ermite qui traversa la Manche, le roi Gradlon se convertit au christianisme. Gradlon avait sa cour dans la ville d'Is, dont nous reparlerons, une grande ville au bord de mer, située dans l'actuelle baie de Douarnenez. Le frère Albert le Grand relate notamment la résurrection d'un mort provoquée donc par les prières de Saint Guénolé, suite à un tournoi qu'avait organisé le roi, où donc l'un de ses proches amis avait été tué par une lance. Lors d'une chasse dans la forêt du Ménésome, presque mort d'épuisement et de faim, Gradlon tombe par hasard sur l'ermitage de Saint-Corentin, situé dans l'actuelle paroisse de Clomaudierne, dans le pays du Glazic. Saint-Corentin accueillit donc Gradlon et le secourut. On peut noter donc le miracle du poisson, qui est l'emblème de Saint-Corentin, qui vivait donc reclus, et il coupait la moitié de ce poisson chaque jour. Et chaque nuit, le poisson se reconstituait pour être entier le lendemain matin. Gradlon, le roi Gradlon, resta donc plusieurs jours à cet ermitage pour être donc remis en pleine mesure de ses moyens. Mais j'aurais une question. L'ermite Corentin était-il évêque? Était-il déjà évêque? Donc, en effet, c'est bien le même personnage, mais il n'était pas encore évêque. Et c'est suite donc à ce fait que Gradlon, par reconnaissance, supplia Corentin d'accepter d'aller se faire sacrer. Ce que Corentin fit peu de temps après. Il alla donc trouver Saint-Martin de Tours, puisque la région donc de l'actuel Finistère dépendait de l'évêché de Tours. Et c'est Saint-Martin qui procéda au sacre de Corentin, qui devint donc le premier des 7 saints fondateurs à être sacré évêque. Gradlon ne se contenta pas de remercier Saint Corentin de la sorte. Il lui offrit de nombreuses terres, tout comme il le fit avec d'autres saints ermites pour qu'ils puissent s'y installer. Notamment, on peut noter pour Saint Guénolé qu'il lui offrit la région d'Argol et le château de Thévenec, d'où l'actuelle abbaye de Landévennec, qui est en fait le patronyme donc de la région, puisqu'on parle du château de Thévenec, et Land signifie monastère en breton. Donc ça a donné Landévennec. On peut noter aussi le don de la presqu'île de Ruisse à Saint-Gildas. Mais les 7 saints fondateurs venaient-ils tous de l'île de Bretagne? Donc Parce oui, que il y a eu Saint-Corentin d'abord, mais les autres qui ont suivi, Saint-Brieuc, Saint-Malo... oui, tout à fait. Tous, ils sont venus
de l'île de Bretagne, et notamment 4 d'entre eux, si je ne m'abuse, viennent d'un même monastère, le monastère de Saint-Hildut. Saint-Hildut, qui était un moine évêque, qui avait été sacré par Saint Germain d'Auxerre, hein, si ma mémoire est bonne, et donc qui avait un ermitage de grande qualité, qui formait donc de saints ermites qui se sont répandus en Irlande, dans les pays de Galles, et donc certains ont suivi le flux de migration des peuplades bretonnes qui sont partis en Armorique. Et c'est ainsi que la Bretagne devint fidèlement catholique. On peut noter, bien évidemment, on ne pourra pas le faire lors de cette émission, mais de très très nombreux miracles grâce donc à l'action de ces 7 saints fondateurs qui étaient tous entourés, bien entendu, de saints ermites et de saints clercs. Et que deviendront les druides à ce moment-là? Alors justement, en effet, il est très intéressant de remarquer que les Celtes étaient très attachés, bien entendu, à leur organisation, donc avec ces druides qui avaient un pouvoir important sur les tribus, et qui ont été convertis par les saints fondateurs de la Bretagne. Je me souviens par exemple d'un vitrail à Sainte-Anne-la-Palue de Saint Corentin, qui est en train d'exorciser un lieu de culte druidique, puisque l'on remarque un dolmen ainsi qu'un druide, et donc Saint Corentin qui l'exorcise sous les yeux du roi Gradelon, pour bien magnifier donc que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel mettent véritablement la main sur la contrée, sur les peuples qui y habitent, et destituent les druides de leur ancienne suprématie. Puisque j'énonce Sainte-Anne-la-Palue, on peut noter aussi le fait que les Celtes avaient une grande dévotion, si l'on peut dire, pour des païens, envers la déesse Anna, qu'ils représentaient comme une mère dont la fille était une vierge noire. Et donc la tradition primitive, la révélation primitive, faisait qu'ils avaient connaissance que d'une vierge noire naîtrait le sauveur du monde. Et c'est ainsi que les saints fondateurs de la Bretagne catholique ont profité de cette croyance populaire et de cette affection que les peuples avaient pour la déesse Anna, en la transformant en une véritable dévotion envers la grand-mère de notre Seigneur, Sainte Anne. On va terminer donc cette partie de l'histoire du roi Gradelon, fils de Conan Mériadec, par la lecture de la destruction de la ville d'Is, qui, contrairement à ce que veulent nous faire croire la plupart des historiens contemporains, n'est pas du tout une ville légendaire, mais est une ville qui a bien existé. Je vous ai relaté tout à l'heure, donc Saint Guénolé avait donc effectué un miracle qui est rapporté par le frère dominicain Albert le Grand, très grand hagiographe qui a permis donc de détailler les miracles réalisés par tous les saints bretons lors donc de cette époque. Et donc nous allons voir comment cette ville d'Is a disparu sous les flots. Je cite donc la vie des saints de la Bretagne armorique du frère dominicain Albert le Grand, publié au XVIIe siècle. Parlant donc de Saint Guénolé, il allait souvent voir le roi Gradelon en la superbe cité d'Is, et prêchait fort hautement contre les abominations qui se commettaient en cette grande ville, toutes absorbées en luxe, débauche et vanité, mais demeurant obstinés en leurs péchés. Dieu révéla à Saint Guénolé la juste punition qu'il en voulait faire. Saint Guénolé étant allé voir le roi, comme il avait coutume, discourant ensemble, Dieu lui révéla l'heure du châtiment exemplaire des habitants de cette ville, et que donc ce châtiment allait venir. Le saint, retournant comme d'un ravissement et d'une extase, dit au roi : « Ah, sire, sire, sortons au plus vite de ce lieu, car la colère de Dieu va présentement
accabler la ville. Votre Majesté, j'ai eu beau prêcher, la mesure est comble. Il faut que votre Majesté et son peuple soient punis. Hâtons-nous de sortir. Autrement nous serons accueillis et enveloppés en ce même malheur. Le roi fit incontinent trousser bagages, et ayant fait mettre hors ce qu'il avait de plus cher, monta à cheval avec ses officiers et domestiques, et à pointe d'éperon se sauva hors de la ville. À peine eut-il sorti passer la porte, qu'un orage violent s'éleva, avec des vents si impétueux que la mer se jeta hors de ses limites ordinaires, et se précipitant de furie sur cette misérable cité, la couvrit en moins que rien, noyant plusieurs milliers de personnes, dont on attribua la cause principale à la princesse Dahu, fille impudique du bon roi, laquelle périt en cet abîme, et qui causa la perte du roi en un endroit qui retenu le nom de Toul Dahu, ce qui signifie en breton le trou de Dahu, c'est-à-dire le pertuis de la clé, pour ce que l'histoire assure qu'elle avait pris à son père la clé qu'il portait contre son cou comme symbole de royauté. Le roi s'étant sauvé, alla loger donc à l'ermitage de Landévennec avec Saint-Guénolé, lequel il remercia de cette délivrance, puis se retira dans la ville de Quimper. Donc punition de la ville d'Is, suite donc aux débauches importantes commises par les habitants de cette ville. Donc le roi Gradelon se repentit et mourut peu après. À partir de l'an 440, l'invasion des Pictes et des Scots au sud de la Bretagne, puis des Anglo-Saxons, suscita une plus grande migration encore, la fuite d'une nombreuse population bretonne traversant la Manche. Et donc c'est au début de ce VIe siècle que l'on peut retrouver avec certitude l'ensemble des 7 évêques saints fondateurs de la Bretagne, accompagnés de saint Vermite. Pour mieux illustrer ce passage, je vais vous lire l'épisode du synode du Ménébré, racontant donc comment l'ermite saint Hervé réalisa un miracle aux yeux donc de tous les évêques bretons. En ce temps-là, le comte Comorus, ayant épousé sainte Tryphine, fille de Guéroc, comte de Vannes, d'une cruauté barbare, tua la sainte et son enfant saint Trémoré. Acte si énorme que Guéroc, en ayant représenté l'atrocité, tous les évêques de Bretagne s'assemblèrent pour châtier cet acte et retrancher ce membre pourri du corps de l'Église. Cette assemblée se fit en la montagne appelée Ménébré, près de Louargat, entre Belle-Île et Guingamp. Est-ce qu'on peut dire que, excusez-moi d'interrompre, mais est-ce qu'on peut dire que c'était déjà un concile provincial? Est-ce que ça ne portait pas forcément ce nom-là? C'est appelé ici synode, mais en effet, tous les évêques de la dite Bretagne bretonnante étaient bien présents, donc je pense que ça constitue en effet un concile provincial. Ce qui est important pour montrer la solennité et la force des décisions. C'est ça, pour pouvoir déposer un personnage important. Ouais. Car ils n'eussent osé s'assembler en aucune ville de peur du tyran, lequel, ayant tué le roi Jahoua, et tenant Judual son fils hors du pays, faisait ce qu'il voulait par tout ce bas pays, donc dans toute la région du Morbihan et du Sud Finistère. Son prélat, évêque de Léon, second à ce synode, demanda à saint Hervé de venir avec lui. Ce qui donc se passa, car saint Hervé étant aveugle et allant toujours nu-pieds, ne pouvait marcher aussi vite que les autres. Dès lors, il était donc attendu. Étant arrivé, un certain de la compagnie, ayant entendu la cause du retardement de l'évêque de Léon, se mit en colère, disant « Quoi, que nous ayons si longtemps attendu pour cet aveugle ?» Saint Hervé ne s'irrita point pour cela, mais lui dit tout doucement « Mon frère, pourquoi me reprochez-vous ma cécité? Dieu ne vous peut-il pas rendre aveugle aussi bien que moi? Ne savez-vous pas bien qu'il nous a fait comme il lui a plu? »
et que nous lui devons rendre grâce de ce qu'il a donné d'être tel que nous sommes. Les autres évêques tensèrent fort ce personnage, lequel ne tarda guère de sentir la pesante main de Dieu sur lui, car incontinent il tomba à terre, le visage tout couvert de sang, et perdit la vue corporelle. Les assistants, voyant que c'était une punition divine, supplièrent saint Hervé de le guérir. Ils se mirent tous en prière, et le saint, ayant demandé du sel et de l'eau pour bénir, on lui répondit qu'en un lieu si élevé, à peine pourrait-on trouver de l'eau. Mais lui, de son bourdon, fit le signe de la croix en terre, commandant de faire une fouille en ce lieu, et ceci étant fait, on y trouva une belle source d'eau, laquelle ayant été bénite par le ministère des évêques présents, le saint en lava les yeux de cet aveugle et lui rendit la vue. En mémoire de ce miracle, fut au sommet de cette montagne édifiée une chapelle en l'honneur de saint Hervé et des saints de Bretagne. Donc pour toutes les personnes qui auraient l'opportunité de se rendre en vacances en Côte d'Armor, nous vous invitons à vous rendre au sommet donc de cette petite montagne appelée Ménébré, près donc de Louargat, où vous avez une chapelle au sommet de laquelle n'est pas relaté ce fait merveilleux donc du miracle de saint Hervé, appelé en breton saint Ouarnaud, en présence donc des saints fondateurs de la Bretagne. Il faut préciser aussi que la source est toujours là, mais qu'elle n'est absolument pas mise en valeur. Elle est un peu plus bas que la chapelle, elle est à côté de la route, il faut vraiment la chercher pour la trouver. Mais ceux qui cherchent la trouvent quand même. Hélas. Alors, vous avez parlé tout de suite de ces dates du 500, du début du 6e siècle. Tout à fait. C'était à l'époque où Clovis commençait à régner sur la France. Exactement. On ne peut pas passer donc derrière cette période sans faire donc une liaison avec l'Empire franc, qui donc a à sa tête un roi très chrétien, baptisé par Saint Rémy en 496. Un an plus tard, l'Armorique, devenue bretonne, conclut un traité avec Clovis, donc en 497. Ce traité réunit les points que je vais citer. Reconnaissance de la suprématie des Francs. Alliance commune dans tous les combats. Mais néanmoins, les Bretons ne sont pas assujettis à un tribut monétaire. Et dernier point, limitation de la colonisation bretonne sur les territoires des osismes, des Vénètes et des Coriosolites. Donc on voit à travers ce traité toute la sagesse de Clovis, qui n'écrase pas la région armoricaine de son joug. Il leur demande donc de reconnaître la suprématie du peuple franc, avec donc tout le poids qu'a donné son baptême et son sacre avec la Sainte Ampoule. Bien entendu, la catholicisation de la Bretagne a permis donc que les Bretons acceptent de reconnaître la suprématie d'un peuple anciennement barbare, d'accepter donc que les ennemis des Francs soient leurs ennemis, mais donc il n'y a pas de paiement particulier, puisque la Bretagne, en cela, peut demeurer indépendante. Clovis, très prudent aussi, souhaite que soit limitée la partie réellement bretonnante à l'ouest de la région rennaise. Ainsi, il se retrouve avec une zone tampon, que l'on appellera plus tard, sous Charlemagne, les marches de Bretagne, qui lui permettent donc d'avoir des alliés dans les villes de Rennes et de Nantes, qui vont conserver une proximité avec le royaume des Francs. Et au sein de cette Bretagne, donc en plus de cette reconnaissance donc de la suprématie des Francs, il y a une sorte de condominium de fait, c'est-à-dire que les populations d'origine bretonne, arrivées depuis le IVe siècle, et les autochtones ou gallo-romains,
Donc les trois composantes des habitants de cette région vont se réunir et donc vont s'entendre sur l'organisation de la région. C'est véritablement la première, le premier fait en fait d'unification au niveau véritablement de l'organisation. On peut noter, concernant le royaume des Francs et les liens qu'il y aura entre Clovis et les Bretons, que le premier évêque de Rennes, Saint Melaine, était un fervent ami de Clovis. Donc les Bretons sont divisés en diverses peuplades, mais s'entendent sur une gestion commune. Ils reconnaissent Clovis, puis son fils Childebert. Mais à la mort de ce dernier, la famille mérovingienne se sépare et se fait la guerre. Les Bretons vont soutenir la révolte de Crames contre Clotaire Ier. Et c'est Clotaire Ier qui finalement remporte la bataille, tue donc son rival cousin Crame, et qui envahit la Bretagne en remportant une bataille dans les monts d'Arrée. En 578, les Bretons indépendants reconquièrent Vannes, et les sièges francs n'arrivent pas à la reprendre. On peut faire une petite parenthèse pour noter qu'en 590, nous avons le premier texte en langue bretonne. Donc il faut différencier le breton ancien qui était parlé en Bretagne insulaire du nouveau breton, si l'on peut dire, pour le VIe siècle, qui est la langue qui va réunir donc le parler des autochtones locales, donc des Vénètes, des Osismes, avec donc ce vieux breton, donc naissance d'une nouvelle langue. Ce premier texte en langue bretonne est un traité de médecine naturelle, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle le traité de Leyde. Suite donc à l'époque de Clotaire Ier, on peut constater durant plusieurs décennies des fluctuations, durant lesquelles la Bretagne vit indépendante, excepté les régions de Rennes et de Nantes. Nous arrivons ensuite au début du 7e siècle, avec un personnage très important, Saint Judicaël, le roi d'une Bretagne unifiée, qui rencontre en 635 le roi franc Dagobert pour conclure la paix, et donc procéder à une annexion un peu plus franche des comtés de Rennes et de Nantes. Je profite d'une nouvelle parenthèse pour vous situer au début du 8e siècle un autre personnage qui sera célèbre pour une autre raison, un vannetais, qui s'appelait Emilianus et qui accomplissait des miracles dans la région de Vannes, avant de partir pour la Saintonge et la Dordogne. Il donnera son nom au vignoble très célèbre Saint-Émilion. Alors, est-ce que Charlemagne a voulu conquérir cette Bretagne par la suite? Alors, répondre à cette question n'est pas simple, puisque, en effet, Charlemagne hésite entre deux solutions. Soit conquérir militairement la Bretagne, et donc, comme les Romains instaurer une force locale véritablement franque sur la Bretagne, ou laisser les Bretons autonomes, mais trouver une alliance. Parce qu'en fait, va se poser à Charlemagne la même problématique que pour l'empereur romain. Tout à fait, exactement. Exactement. Mais on peut noter avant Charlemagne que Pépin le Bref, en 753, prit Vannes, considérée comme la capitale bretonne, et lui impose un tribut. Donc il y a une modification au fil des siècles, hein, c'est bien normal, suite au traité fait entre les Bretons et Clovis, suite donc au fait qu'ils aient choisi la mauvaise branche de la famille, il y eut des expéditions punitives, et on se retrouve donc au 8e siècle avec Pépin le Bref qui souhaite imposer un tribut monétaire aux Bretons. Les Bretons refuseront fréquemment de payer, ce qui fait qu'en 786, le sénéchal Odulphe est envoyé
par Charlemagne, si je ne m'abuse, 786, oui, par Charlemagne, qui n'était pas encore empereur, mais donc il envoya une première expédition pour donc punir les Bretons de ne pas payer le tribut. Et Charlemagne, finalement, en bon stratège, voulut établir une zone tampon. Comme je le disais quelques instants auparavant, il créa les marches de Bretagne, dirigées par un comte franc. En fait, il a marché dans les pas de Clovis. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça, c'est les pas de Clovis, c'est-à-dire que l'ouest de la Bretagne doit pouvoir conserver des traditions fortes, et on ne va pas les empêcher de vivre tel qu'ils le souhaitent, sans payer de tribut. Néanmoins, pour assurer donc une stabilité au royaume des Francs, il faut qu'il y ait une zone qui permette une véritable alliance entre Bretons et Francs. Et donc cette zone, ce sont les marches de Bretagne, qui, donc sous Charlemagne, englobent les villes de Nantes, de Rennes, mais aussi de Vannes. C'est ce qu'on appelle le pays gallo. Le pays gallo, tout à fait. Et on comprend bien entendu pourquoi dans cette zone on parle moins le breton. Tout simplement. L'un des comtes des marches de Bretagne est très connu, puisque c'est le propre neveu de Charlemagne. C'est le célèbre Roland qui mourut à Roncevaux en 778. Néanmoins, il y a donc plusieurs expéditions militaires, puisque contrairement à l'époque de Clovis où il y a un traité bilatéral, Charlemagne souhaite imposer cette zone tampon. Donc il va falloir plusieurs faits militaires en faveur donc de cette sagesse qui commande que cette Bretagne, géographiquement si dépendante de la France, n'en soit pas indépendante au point de pouvoir en être l'ennemi. On note ainsi qu'en 799, le comte Guy conquiert l'ensemble de la Bretagne, qui se soulève en 801, puis en 811. Donc chroniquement, les Bretons essayent de se révolter contre ce pouvoir franc. En 818, Morvan les Braise, donc un Breton, un roi breton, succède à Wiomarc et unifie de nouveau la région, en résistant à Louis le Débonnaire. On peut noter que les Braise est un surnom qui signifie soutien de la Bretagne en langue bretonne. Les exploits de ce roi Morvan sont relatés dans le Barzaz Braise, recueil de chants populaires bretons, publié en 1839. Par la ville marquée, peut-être. Tout à fait, exactement, de la ville marquée, oui. Et ensuite, c'est Louis le Pieux qui va succéder, et quelle va être sa politique vis-à-vis de la Bretagne. Donc Louis le Débonnaire ou Louis le Pieux accepte un compromis face à la menace viking, grâce au personnage de Nominoé. Nous arrivons donc au sommet de notre émission, si l'on peut dire, avec ce personnage qui a de bonnes relations avec Louis le Pieux. En 820, Louis le Débonnaire va reconnaître Nominoé, prince de la cité des Vénètes, en échange de quoi il l'engage à demeurer fidèle à Louis le Pieux. En 831, Louis le Pieux va un peu plus loin, puisqu'il reconnaît Nominoé comme comte dans toute la Bretagne, où nous avons donc ici une suppression des marches, dans toute la Bretagne, incluant les marches. Et alors donc, on quitte la notion de roi, vous avez parlé de comte. Voilà, donc là, on est du point de vue franc. Bien entendu, Nominoé va vouloir être reconnu comme roi, et il va faire ce qu'il faut. On va le voir tout de suite. En 825, on retrouve Nominoé au Play d'Aix-la-Chapelle, donc Play, P-L-A-I-D, qui est donc une réunion de tous les chefs reconnus par l'Empire pour prendre des décisions politiques. Nominoé reste fidèle à Louis le Pieux face à la tentation des complots, et on peut l'en féliciter bien entendu. Il prend le temps ainsi de favoriser un regain religieux, via la fondation de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, s'appuyant sur le futur Saint-Convoyant, avec qui il réalisa un nettoyage des prélats simonieux.
En 840, Nominoé laisse prudemment les 3 fils de Louis le Pieux en découdre. Donc Louis le Pieux est mort, et là on en vient à la triste époque de l'éclatement de l'Empire, qui va donner donc la France opposée à l'Empire germanique. Nominoé donc reste le plus longtemps possible fidèle à son traité, à son engagement de rester fidèle donc à Louis le Pieux et à ses successeurs. Et donc on est dans une époque trouble, difficile, où les 3 fils de Louis le Pieux s'affrontent. Et on a donc notamment Charles le Chauve qui attaque la Bretagne en 843 à Messac, là où Nominoé aimait vivre. On peut donc remarquer que Nominoé était loin de la cour, loin des richesses des villes de Vannes ou de Rennes. Il était donc à Messac, qui était à l'époque une petite ville, qui aujourd'hui n'est plus qu'un village à une 30aine de kilomètres, si je ne m'abuse, au sud de Rennes. Et en 843, il se passe donc un fait finalement positif, bien que négatif au début, puisque Nantes est envahie par les Alamans et les Vikings. Ce qui va réconcilier pour un temps Charles le Chauve avec Nominoé face à un ennemi commun. Ce qui mène, en 846, suite néanmoins donc à une autre bataille, une célèbre victoire des Bretons à Ballon en 845 face à Charles le Chauve, suite auquel Charles le Chauve reconnaît Nominoé comme souverain de la Bretagne. Donc on monte de palier en palier. D'accord. Prince de la cité des Vénètes, comte dans toute la Bretagne, oui. Souverain de la Bretagne. D'accord. Et il y a donc une alliance forte face aux Vikings. La fin du règne de Nominoé va se passer donc plus paisiblement avec Charles le Chauve. J'ai oublié de préciser qu'en 843, c'était plutôt Charles le Chauve qui avait rompu le pacte avec Nominoé, puisqu'il a profité d'une grave maladie de Nominoé pour l'attaquer. Donc c'est le fils Érispoé, le fils de Nominoé, qui lui succédera, Érispoé, qui dut combattre Charles le Chauve en 843. Nominoé est en quête donc de véritablement faire en sorte que la Bretagne puisse conserver le plus longtemps possible ce statut. Donc on comprend bien, c'est un statut de forte autonomie, où donc on reste dépendant au niveau du royaume des Francs en termes d'alliés systématiques face aux ennemis militaires. Et on reconnaît en effet une suprématie, donc terme qui a été employé par Clovis, mais on souhaite néanmoins que Nominoé soit reconnu comme roi. Nominoé, en 850, dépêcha donc une ambassade religieuse auprès du pape Léon IV. Et donc ça, je vais pouvoir vous relater comment frère Albert le Grand raconte ce fait très important, qui est donc l'ambassade religieuse de Nominoé auprès du Très Saint-Père, pour avancer encore un peu plus dans la reconnaissance de la Bretagne en ce qu'elle est, ce que Nominoé souhaite qu'elle soit. L'an de grâce 850, le roi Nominoé dépêcha une honorable ambassade vers le pape Léon IV, dont il fit chef 5 convoyants, qui fut suivi de plus de 40 seigneurs et gentilshommes qui voulurent honorer cette ambassade et visiter les lieux saints de Rome, où ils arrivèrent en peu de temps. Ayant obtenu audience 2 jours après leur arrivée, ils baisèrent la pantoufle du pape de la part de leur maître, Nominoé. Et 5 convoyants fit sa harangue en beaux termes et élégants termes latins, exposant le sujet de son ambassade, qui était, premier point, pour prêter obéissance et soumission au Saint-Siège, de la part du très haut, très noble et victorieux prince, le roi de Bretagne, son maître. Et de sa part, présenter à sa sainteté le pape une riche tiare ou couronne papale de fin or, très artistement élaborée, grêlée et battue de pierreries de prix et valeur inestimables.
Deuxièmement, qu'il plut à sa sainteté d'honorer le roi et tout son royaume des reliques de quelques saints martyrs. Troisièmement, de supplier sa sainteté de faire justice aux évêques simoniaques, protestant ne rien rechercher en cette poursuite que d'ôter le scandale de l'Église en son royaume. Saint Convoyant, ayant fait sa harangue, présenta les lettres et présents du roi à sa sainteté, qui les reçut fort agréablement, et ayant satisfait à tous les points de l'ambassade, accordant au roi sa requête, le pape, Léon IV donc, lui fit présent d'une précieuse relique, qui était le chef, donc le crâne, de Saint Marcellin, pape et martyr, et donna plusieurs autres reliques à Saint Convoyant, lequel, ayant reçu la bénédiction de sa sainteté, s'en retourna en Bretagne avec toute sa suite. Les ambassadeurs de retour, et ayant rendu raison de leur légation, le roi convoqua ses états à Redon, y cita tous les évêques, donc invita tous les évêques de son royaume, et indiqua une solennelle procession pour porter la relique que le pape lui envoyait au monastère de Saint-Sauveur, où elle fut mise en un chef d'or. Donc un fait absolument magnifique qui permit à Nominoé donc de se revêtir du titre de roi reconnu en tant que tel par le pape. Donc suite à une ambassade et de riches présents. Donc il se reconnaît bien évidemment soumis au Très Saint-Père le Pape. On peut noter aussi d'un point de vue religieux que l'un de ces faits, donc le fait que le Très Saint-Père de Rome envoie des reliques aussi précieuses en Bretagne, permit en fait au clergé celte de se rapprocher plus de Rome, alors qu'ils avaient tendance dans les premiers temps à vouloir conserver leur propre liturgie. Donc notamment, on peut noter que les prêtres étaient barbus. Enfin, c'est toute une série de détails que le clergé breton donc ne souhaitait pas reléguer aux oubliettes à cause de la tradition, mais donc par obéissance au pape, il fallait bien se séparer. Et donc ce fut plus facile en effet suite à ce fait merveilleux que le Très Saint-Père envoie expressément une relique glorieuse en Bretagne. Alors une question se pose par rapport à Nominoé, puisqu'il est allé rencontrer le pape, enfin, il y a eu ses contacts avec Rome. Est-ce que Nominoé a été sacré? Alors là, je vous avoue que je ne m'attendais pas à cette question et je n'en sais rien. Oui, eh bien, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai lu nulle part. Je dirais qu'il y a un grand silence sur cette question. Donc, il semblerait bien que Nominoé et les rois de Bretagne n'aient jamais été sacrés. Ils avaient le gouvernement, ils étaient reconnus, ouais. Mais il n'y avait pas de sacre comme le sacre de Clovis. Non, c'est bien possible, puisque même si ça avait été le cas pour Nominoé, on n'en trouve pas trace par la suite. Voilà. Par la suite. Et très rapidement, de roi, on va passer à la notion de duc de Bretagne. Le duc, ouais, c'est ça. Donc en effet, je ne pense pas que le sacre soit l'une des parties prenantes je pense pas non plus. Mais ce qui n'empêche pas qu'ils avaient le pouvoir quand même. Tout à fait. Il y a un pouvoir haut comment reconnu et soutenu par le clergé. On peut noter aussi, en 848, la création de la province ecclésiastique de Bretagne, ayant pour siège Dol de Bretagne, alors qu'auparavant, l'intégralité de la Bretagne dépendait du siège provincial de Tours. Donc, durant plusieurs siècles, jusqu'au XIe siècle, Dol de Bretagne était donc reconnu comme étant la province ecclésiastique de toute la région bretonnante, contenant donc, si l'on veut préciser, les diocèses de Dol, Vannes, Quimper, Léon, Alep, Saint-Brieuc et Tréguier. Quelque temps après, donc, Nominoé mourut le 7 mars 851 lors d'une expédition près de Vendôme, laissant le royaume à son fils Hérisporé. Très bien. Donc là, on passe à véritablement un développement de l'histoire des rois de Bretagne. Tout à fait, puisque succède au père fondateur. Exactement. La dynastie est véritablement bien fondée. Et on peut noter d'ailleurs que Nominoé
était lui-même descendant de Saint Judicaël, donc Voilà. qui régnait 2 siècles auparavant. Qui en Donc, fait toute la légitimité. ce qui en fait toute la légitimité, évidemment. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc toute cette période trouble, au travers de laquelle les diverses nations en fait se sont entérinées, hein, que ce soit la France au 6e, 7e siècle, 8e siècle, la Bretagne, c'est vraiment au cours de ces siècles que l'on a pu distinguer quel était le lien entre chacune de ces entités et quel était leur Identité identité, leur intérêt, entre guillemets, voilà. Exactement. Et donc pour conclure, on peut souligner que le rôle de Nominoé correspond bien à ce qui était souhaité par Clovis, donc lors de son traité, et donc certainement par le père de la patrie Franck, donc par Saint-Rémy, puisque donc il y a une continuité entre ce traité de Clovis qui souhaite que la Bretagne reconnaisse la suprématie des Francs, mais conserve une autonomie dans son organisation, donc jusqu'à Nominoé, qui réussit à obtenir ce titre de roi, tout en étant néanmoins un vassal du roi de France, mais un vassal qui prête l'hommage debout. Voilà, très important. C'est le seul qui reste debout quand il rend l'hommage au roi de France. Oui. Tout à fait. Oui, tout ça c'est très intéressant et nous fait prendre conscience de notre identité bretonne dans un esprit catholique, dans un esprit de paix, et non pas de revendication païenne d'autonomie et d'indépendance, mais au contraire de savoir reconnaître le travail d'éminente justice de Clovis, de Charlemagne et Louis le Pieux. Moi, ce que je retiendrai de vos propos, hein, c'est que il y a une politique de justice vis-à-vis de la Bretagne, même si, comme dans toutes les relations humaines, malheureusement, il y a toujours des malentendus, des conflits, des révoltes de la part de la Bretagne, etc., et des injustices commises aussi là de la part des Francs. Bon, d'accord, on ne nie pas cela, mais il faut regarder les grandes lignes, forces, les grands moments importants où les monarques qui ont été décisifs dans les relations, comme Clovis, Charlemagne, Louis le Pieux, on voit qu'ils établissent une paix, un ordre juste, dont le ciment restera toujours la religion catholique, les saints évêques de Bretagne, Saint Martin de Tours, et c'est grâce à ces évêques que les responsables politiques vont pouvoir trouver cet équilibre, hein, et encore une fois, couronné au pied du pape. Il faut toujours qu'on en arrive à Rome. Exactement. Pour que la paix entre les rois francs et les rois bretons soit scellée, quoi. Tout à fait, oui. Je n'ai rien à ajouter à votre mot de la fin, monsieur l'abbé. Merci beaucoup d'avoir réalisé cette conclusion et cette synthèse donc sur l'intérêt de ce travail sur l'histoire de la Bretagne. Bien, merci beaucoup Yannick Guillemot et nous vous disons à une prochaine fois. À bientôt, merci pour une prochaine émission.